je remercie ceux qui sont là, je remercie aussi, on a des personnes en visio, je crois une vingtaine, une trentaine de personnes qui sont connectées en ce moment, qui vont suivre et qui pourront dans la soirée, elles aussi, intervenir en fonction de leurs questions. Voilà. Donc, ce soir, une table ronde sur le photovoltaïque au service des territoires. Voilà. Pour illustrer cette thématique, vous êtes tous des spécialistes de l'énergie, juste un petit rappel. Dans les scénarios pour le futur de RTE en 2021, même dans le scénario il y avait le plus de nucléaire, il disait qu'il fallait créer à l'horizon 2050 70 gigawatts d'énergie solaire ou de photovoltaïque sur le territoire. 7 fois plus que ce qu'il y avait en 2021, si mes chiffres sont bons ou justes, mais il y a peut-être qui me corrigeront tout à l'heure, je laisserai Pierre-Emmanuel corriger peut-être. Le chemin est long pour arriver à ça. Donc, pour illustrer ce chemin ce soir et discuter, on a 5 invités qui vont discuter, qui vont présenter leur regard. Alors tout d'abord, Céline Papin, qui est vice-présidente de la métropole et adjointe au maire de Bordeaux. Il nous parlera de la politique de la ville en matière de solaire et de photovoltaïque. Monsieur Jandot, qui représente Soltena. Il nous expliquera ce qu'est Soltena. C'est le cluster de la région Nouvelle-Aquitaine sur la transition énergétique. Il nous en dira un peu plus tout à l'heure. Claude Ménara, qui est agriculteur, qui porte un certain nombre de projets sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine, dans les Landes, en Lot-et-Garonne, voilà, en Lot-et-Garonne, je ne suis pas loin, donc, voilà, et qui va nous expliquer un petit peu ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait surtout. Et puis Pierre-Emmanuel Martin, je ne sais plus ici, qui est à la fois le président fondateur de Terre et Lac et de Carbone. Ce soir, il nous parlera bien sûr de photovoltaïque, mais il nous parlera aussi du projet Carbone, enfin, je l'interrogerai là-dessus. Et pour terminer, le directeur général de Terre et Lac, Sébastien Fenet, c'est pas ça, et vous conclurez donc cette table ronde autour de quelques questions. Voilà. Donc, si vous voulez bien, on va commencer. Tranquillement. Je vais commencer par vous, Madame Papin. Alors, oui, ça marche. Alors, comment une ville, et plus particulièrement la ville de Bordeaux, aide le développement des énergies renouvelables sur son territoire, le photovoltaïque, mais aussi d'autres choses. De quelle manière, comment la politique municipale permet le développement de ces énergies renouvelables? Alors peut-être, si vous le permettez, juste quelques mots en préambule pour excuser le maire de Bordeaux et ma collègue Claudine Bichet, qui est première adjointe, en charge notamment de l'énergie. Ils sont actuellement au Salon des maires à Paris. Vous comprendrez assez aisément que les enjeux actuels de coupe budgétaire pour les budgets des collectivités requéraient leur présence. Claudine Bichet est notamment aussi adjointe en charge des finances de la ville. Donc voilà, je vais tenter de les remplacer du mieux que je peux. Il n'y a aucun problème. Pas de souci là-dessus, je vais bien me débrouiller, ne vous inquiétez pas. Et aussi, je voulais bien sûr vous remercier aussi pour votre invitation. Au nom de la ville de Bordeaux, nous sommes toujours très heureux de voir l'écosystème des énergies renouvelables bien se renforcer sur notre territoire. Comme je vais vous le développer un petit peu plus, bien évidemment, c'est une priorité politique pour l'équipe municipale bordelaise. Donc, c'est un grand plaisir de voir des créations d'emplois, de voir des entreprises s'implanter sur notre territoire dans ce champ d'activité. Donc, merci à vous. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'une ville, qu'est-ce qu'une collectivité peut faire, qu'est-ce que nous faisons pour inciter et développer ce secteur et cette production d'énergie renouvelable sur notre territoire? Alors, tout d'abord, vous le savez parfaitement, nous établissons des schémas prospectifs à travers notre plan climat métropolitain. Ce plan climat métropolitain, nous l'avons voulu particulièrement ambitieux puisque nous visons la neutralité carbone à l'horizon 2050, ce qui implique inévitablement une réduction très drastique de nos consommations énergétiques, une diminution par 2, mais aussi une multiplication par 2 à cette échéance de la production d'énergie renouvelable sur notre territoire.
Donc c'est une ambition forte, une volonté politique clairement affichée, qui s'inscrit aussi dans le souhait de la métropole, d'ailleurs, de s'inscrire dans une dynamique européenne, hein, parce que nous faisons partie des 100 villes climatiquement neutres. Il y a eu un appel à manifestation d'intérêt de villes et de territoires qui souhaitaient s'inscrire dans cette dynamique européenne pour à la fois partager nos expertises, mais surtout vraiment booster, on va dire, l'enjeu de neutralité carbone à l'échelle européenne. Et après, de manière concrète, comment ça se décline, outre évidemment les chantiers de rénovation énergétique et l'appui à la politique de rénovation énergétique, on va retrouver dans cette politique que nous menons des actions sur les réseaux de chaleur. Nous avons déployé un certain nombre de réseaux de chaleur. C'est un chantier important pour nous, puisqu'elle permet véritablement eh bien, de proposer une énergie qui répond aux objectifs de transition énergétique et qui en même temps peut présenter des garanties de coûts aussi pour l'usager in fine. Donc déployer des nouveaux réseaux de chaleur, étendre éventuellement les zonages, en fait, les raccordements des réseaux de chaleur existants. Et puis, je vais parler côté ville de Bordeaux, évidemment, avoir une politique très offensive de mobilisation du foncier public et de tout, donc le foncier public, soit non bâti, soit bâti, pour développer la couverture solaire de ce foncier. Alors, justement, pour revenir à l'énergie solaire, vous avez lancé, je crois, au mois de juin, l'Alliance solaire. Alors, c'est quoi l'Alliance solaire? Et bien, à quoi ça va servir pour vous? Quels sont les objectifs du point précédent? On a pu évaluer que du point de vue de surface solarisable, on va dire, bien évidemment, pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone, le seul du territoire, qui comprend non seulement la ville de Bordeaux, mais aussi tous les acteurs institutionnels, hein, puisque que ce soit la préfecture, la métropole, la région, le département, sont signataires de cette démarche. Donc c'est une démarche qui est une charte en réalité, une charte d'engagement symbolique, mais qui témoigne d'un volontarisme politique d'accompagner et de promouvoir la filière du solaire et quelques exemples concrets, ou un exemple concret d'opération solaire que la ville de Bordeaux a menée récemment, ou est en train de mener Oui, alors peut-être dès le début du mandat, nous avons, enfin en 2020, donc une nouvelle équipe municipale qui a véritablement souhaité placer cette question de la solarisation de nos bâtiments comme étant clé. Donc chaque chantier, chaque nouveau chantier, que ce soit de rénovation de nouveaux bâtiments, en fait fait l'objet d'une étude de solarisation, c'est vraiment systématique, lever et déployer dès que nous pouvons cette solarisation. Donc le Shigami qui vient d'être livré, qui a une couverture solaire, et puis un grand chantier qui va avoir lieu bientôt sur un bâtiment emblématique de Bordeaux, la base sous-marine. Vous avez peut-être une formation qui est quand même importante, qui va donc faire l'objet d'une couverture solaire, 22 000 m², si je ne me trompe pas, si mes collaborateurs m'ont donné le bon chiffre, parce que comme je ne suis pas en charge de ce dossier, je ne pourrais pas faire d'erreur, c'est 22 000 m² de cette réalisation, et aussi une vitrine pour cette question du déploiement du solaire. C'est symbolique à Bordeaux. Mais quand vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes content d'accueillir Terrelac à Bordeaux, des entreprises. Comment vous faites? Vous n'avez pas la compétence économique. Comment vous faites pour rendre la ville attractive pour des entreprises comme Terrelac et sûrement d'autres qui sont peut-être dans la salle? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour que des entreprises viennent s'installer ici, des entreprises du solaire bien entendu? Je crois que c'est un ensemble d'actions, à la fois nos faciliter bien évidemment le déploiement de projets sur notre territoire par des règles d'urbanisme, tout le travail qu'on peut mener au sein des modifications de notre plan local d'urbanisme, par la promotion au sein de réseaux de ces enjeux de déploiement du solaire. Je vais prendre un exemple qui a un lien peut-être avec ma délégation, parce que je suis en charge des relations internationales au niveau de la ville.
La ville de Bordeaux, par exemple, est membre de l'Organisation des villes du patrimoine mondial. Et au sein de cette organisation, nous avons pris le parti de promouvoir l'enjeu de la transition des villes patrimoniales au regard des enjeux du changement climatique, donc la végétalisation, mais aussi le déploiement du solaire. Et pour cela, c'est aussi travailler à une forme de plaidoyer auprès d'un certain nombre d'acteurs qui, aujourd'hui, ont peut-être une vision un peu normative, un petit peu, qui peuvent freiner un certain nombre de déploiements de projets. Nous pensons que nous devons travailler ensemble. Ensuite, un autre exemple aussi, concret de l'Alliance solaire, à la fin de cette semaine, vous aurez la possibilité, si vous avez, je crois, peut-être reçu les uns et les autres une invitation, un atelier dans le cadre de cette Alliance solaire sur les enjeux d'assurance, sur ces questions d'implantation de solaire, enfin, des questions aussi que se posent beaucoup de particuliers ou d'acteurs à l'heure de développer peut-être un projet d'implantation solaire. Donc c'est aussi ça, faciliter la transmission d'informations, faciliter la sensibilisation et la compréhension des enjeux, mais aussi du potentiel du solaire. Merci. Salut, c'était les questions tout à l'heure. J'ai reçu une question pour vous. Je vais me retourner vers M. Ménard. Vous êtes agriculteur en Lot-et-Garonne, le micro, oui. Voilà. Alors, vous développez vous avez développé un projet agrivoltaïque sur vos terres en Lot-et-Garonne. Oui, en Lot-et-Garonne, effectivement. Alors, pourquoi ce choix de développer de l'agrivoltaïque? Oui, alors je vous dirais que j'ai commencé en 2010, installer des panneaux solaires sur des bâtiments agricoles, sur 2000 mètres carrés. Au départ, c'était pas évident. Tout le monde parlait de produire de l'électricité, mais on ne savait pas tout où aller. C'était un challenge à se lancer, mais on a bien réussi. Et puis, avant de parler de ce produit, de ce projet agrivoltaïque, donc sur 1200 hectares, donc dans la communauté de communes des Landes de Gascogne, je voudrais quand même faire part de la situation de l'agriculture, dans quelle situation l'agriculture se trouve aujourd'hui. Et ceci expliquera le reste. Bon, on vit un moment difficile, et je pense que l'avenir est quand même sombre, compte tenu de ce que nous proposent nos dirigeants, que ce soit au niveau européen, au niveau français. Donc, d'où l'idée est venue de diversifier, de pérenniser nos exploitations. Il y en a pensé, bien sûr. D'abord, moi, j'ai pensé aux éoliennes. Mais comme nous sommes en proximité de la base militaire de Mont-de-Marsan, on a eu un refus. D'où l'idée ensuite de partir sur des panneaux solaires en plein champ. Donc, au départ, c'était du photovoltaïque. Et c'est devenu de l'agrivoltaïsme. Et c'est très 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 bien parce qu'on peut continuer à produire tout en faisant de l'électricité. Donc ce projet, on a été quand même visionnaire parce qu'on a commencé en 2017. Ça fait quand même 7 ans. 7 ans qu'on a eu cette idée. Donc 1200 hectares, 9 agriculteurs, 5 porteurs de projets. Comment dirais-je, d'abord, on est passé sur un CDPNAF, ce qui c'était pas évident. Justement, le premier projet, c'était le mien, qui est passé, donc évidemment, c'était pas évident. Je pense que le projet était tellement bien ficelé. Vous avez eu un avis unanime de la CDPNAF. Exactement. Et c'est vrai que d'ailleurs, je salue. Je ne me rappelle pas de ton prénom, excusez-moi. Donc ce projet était tellement bien ficelé qu'en fait, bon, ça a été quasiment l'unanimité à CDPNAF, hormis un syndicat qui s'est abstenu. Donc c'était le premier projet. Même les écologistes ont voté pour, c'est pour vous dire, c'était notre crainte. Enfin, c'est pas un son, bon, bref. Sachant qu'avec les écologistes, on a pas mal d'emmerdements. C'est tout cru, mais en fait, je préfère le dire quand même. Les problématiques que nous avons aujourd'hui, il y a du politique, mais il y a également du reste. On va parler photovoltaïque. On va parler photovoltaïque. Voilà, exactement. Donc l'idée est excellente. Continuer à faire de l'agriculture tout en comment dirais-je, en produisant de l'électricité, sachant qu'il y a des possibilités,
compte tenu du réchauffement climatique, compte tenu des productions que l'on peut faire sous ces panneaux. C'est un challenge et je dis que ça fait des émules parce que le département de Lot-et-Garonne, aujourd'hui, il y a 60 projets. Bon, des petits projets, certes, mais enfin, c'est 60 projets. Alors là, évidemment, c'est certaines zones, je pense qu'il faut éviter de mettre des panneaux solaires partout. Il faut quand même penser à l'environnement. Mais ceci dit, nous concernant, pour tout vous dire, c'est dans le massif landais. C'était planté en pin. Les pins ont gelé en 2004-2005, 84-85, pardon. Et donc, on a acheté ces terrains, les agricultures. Évidemment, il faut beaucoup d'eau. Le sable, bon, c'est un support, et il faut beaucoup d'eau. Donc, difficulté dans les années à venir, bon, pour irriguer, et s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'agriculture. Donc, le fait de pouvoir pérenniser au travers de panneaux solaires, eh bien, c'est une bonne chose. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est intéressant. Comment on fait pour travailler un peu un équilibre entre l'agriculture d'un côté, de l'agrivoltaïque, du photovoltaïque? Quel est votre regard? Comment on équilibre un petit peu en termes de surface? Comment on organise ça, vous, vu de votre côté agriculteur? Mais c'est facile. Bon, aujourd'hui, on a droit à 40% de couverture maximum. Bon, panneau est-ouest. Donc, monter sur des structures adaptées, on peut faire de la culture sans problème. Alors, il y aura de l'élevage, il y aura du bio, il y aura des cultures, des plantes aromatiques, plantes médicinales certainement. On a la chance d'avoir le GRC Tadéan qui travaille sur la question. Et donc, on sait très très bien qu'on va pouvoir avoir des plantes qui vont bien s'adapter sous ces panneaux. Donc, ça pose aucun problème. À partir du moment où c'est bien étudié. Mais là, on fait confiance aux porteurs de projets et puis à nos agences de recherche. Merci, Monsieur Mera. On reviendra, je pense qu'on aura des questions tout à l'heure là-dessus. On va changer le micro, voilà. Monsieur Jandot, vous représentez Soltena. Alors, Soltena, c'est le cluster pour la transition énergétique en Nouvelle-Aquitaine. C'est à peu près ça. C'est vaste. C'est assez vaste. C'est assez vaste. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, en quelques mots, vous présenter Soltena, nous dire son rôle, de manière globale, et puis dans le cadre des énergies renouvelables et du photovoltaïque en particulier? Parce que vous êtes en charge de la transition énergétique des énergies renouvelables au sein du cluster. Je vous laisse la parole. Alors, Soltena, c'est le cluster de l'économie circulaire et de la transition écologique en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a finalement 3 grands axes de travail. Ça va être tout d'abord d'animer et de promouvoir les entreprises des filières qu'on accompagne de la transition écologique. Donc, ça va passer par différentes rencontres qu'on peut organiser entre nos adhérents ou avec nos adhérents et d'autres parties. Ça va être aussi une présence sur des salons, l'animation de webinaires, la rédaction aussi d'articles sur notre site. On va aussi accompagner, développer des projets pour des entreprises privées et publiques. Donc, on a aussi des collectivités dans notre réseau. Donc, en fait, au sein de Soltena, on peut vraiment servir de premier contact lors d'un projet de transition écologique pour vraiment structurer et mettre un cadre technique et réglementaire avant de mettre en relation avec les bons acteurs de la région. C'est vraiment ça, notre cœur de métier, ça va être de mettre en relation. Donc on peut accompagner sur différents projets, sur aussi des appels à projets. Et on est financé par la région, l'Adréal et l'ADEME. Et à ce titre-là, on pilote aussi certaines actions régionales. Surtout sur l'économie circulaire, on a différentes plateformes comme Recita, Bicom ou Etna. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez bien me voir après, pendant le cocktail. Je complète un tout petit peu, on a finalement 200 adhérents. Donc, les 3 quarts sont des offreurs de solutions. Donc, on a des offreurs de solutions, donc ça va être des offreurs de services ou de produits qu'on a répartis en différentes filières. Je parlais de filières tout à l'heure, c'est les filières type biodiversité, eau, énergie, qualité de l'air. On a aussi des collectivités, que ce soit Bordeaux, Limoges, Poitiers. On a aussi des centres de recherche et puis certaines universités. Après, au sein de Soltena et de la filière énergie, on a à peu près une dizaine d'entreprises qui travaillent sur le photovoltaïque et on essaye de les accompagner et d'animer du mieux qu'on peut cette filière. Donc,
Juste pour revenir sur 2024 et un petit peu les événements qu'on a pu faire pour animer cette filière, donc on a organisé en début d'année une tribu interfilière où on a fait finalement se rencontrer des acteurs de la biodiversité avec des acteurs du photovoltaïque qui n'ont pas spécialement l'habitude de communiquer ensemble et qui sont souvent opposés sur des projets. Donc là, l'idée, c'était vraiment de les mettre autour d'une table et qu'ils puissent échanger des problématiques qu'ils avaient chacun de leur côté pour essayer d'imaginer des projets qui soient vertueux pour tout le monde. On a aussi récemment fait un groupe de travail sur l'autoconsommation collective avec une volonté de certains adhérents de travailler ensemble, finalement, d'aller au-delà de cet aspect concurrentiel qu'il peut y avoir des différents acteurs pour monter une offre de services commune qui soit plus complète et qui puisse être utilisée pour des appels à projets de la région. Et enfin, sur 2025, on est en train de créer une journée technique qui sera suivie d'un cahier technique complet, donc une revue scientifique utilisable par la suite, encore sur l'autoconsommation collective. Alors, vous avez, sur le TENA, ou vos adhérents, vous aussi le rôle d'observatoire sur la région. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, en Nouvelle-Aquitaine, quels sont les objectifs de la région et où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport aux objectifs fixés par la stratégie pour 2030? Oui, alors c'est vrai qu'on a un adhérent qui est l'AREC, qui est un observatoire régional qui nous fournit pas mal d'informations. Donc avant, je voulais quand même rappeler que la région Nouvelle-Aquitaine, c'est la première région de France qui est productrice d'énergie photovoltaïque. Donc c'est quand même important et ça explique aussi l'intégration d'entreprises comme Terrelac sur le territoire. Pour prendre un petit peu de hauteur sur les énergies renouvelables, en France, on a un objectif de plus de 30% d'énergie renouvelable dans notre consommation finale d'ici 2030. Il faut savoir qu'en 2022, la région Nouvelle-Aquitaine était déjà à 28,2%. Bon, ils ont un objectif de 50% en région, qui est un petit peu plus ambitieux que l'objectif français, mais ça montre quand même que la région a entamé cette transition et a entamé les projets. Avec finalement le schéma régional du SRADET, il y a un objectif de développement photovoltaïque de 9700 gigawattheures en 2030 et de 14 500 en 2050. Pour donner un petit peu un ordre de grandeur comparatif, en 2020, enfin finalement l'objectif de 2050 en Nouvelle-Aquitaine représente à peu près la production française en 2020. Donc ça montre un petit peu, vous corrigez quand même après les spécialistes, mais c'est à peu près ça finalement. Donc ça montre aussi que les objectifs sont ambitieux. Et puis après, j'ai récupéré certaines données de l'AREC qui ont des données sur 2023, ils n'ont pas encore les données complètes sur 2024, mais sur fin 2023, en Nouvelle-Aquitaine, on était à 5200 gigawattheures produits pour une puissance installée de 4546 mégawatts crête. Donc c'est quand même, ils sont quand même assez bien développés. Aussi, pour essayer de mettre un peu des illustrations là-dessus, les données datent de 2023, l'objectif est en 2030. Donc j'ai regardé un petit peu et fait quelques calculs sur finalement la croissance qu'il y avait eu sur ces 7 dernières années, voir si on l'appliquait sur les 7 prochaines, est-ce qu'on arrivait aux objectifs. Et on peut arriver aux objectifs si on continue finalement ce qui est fait actuellement. Et pour être en contact un petit peu avec des acteurs, il y a quand même énormément de projets qui sont en cours de développement ou d'installation. Donc ces objectifs sont ambitieux, mais ils sont atteignables. Donc, ils sont ambitieux, plutôt bien, mais ils sont ambitieux, les objectifs. Alors, quelles conditions de réussite on doit réunir de manière un petit peu générale? Quelle est une vision 160 degrés sur la région? Quels sont les objectifs? Quelles sont les conditions de réussite pour atteindre ces objectifs ou pour être sûr de les atteindre, voire de les dépasser? Je pense qu'on peut déjà essayer de continuer ce qu'on fait. Il y a des bonnes choses qui sont faites, essayer d'intégrer d'autres entreprises et d'attirer aussi des nouveaux acteurs sur la région, ça va être primordial. Je pense qu'il y a certains projets aussi qui devraient être un petit peu plus appuyés sur des zones qui sont déjà artificialisées, qui empêcheraient finalement des zones déjà artificialisées de type parking ou toiture, qui permettraient finalement d'enlever certaines problématiques de répartition du foncier qui peuvent poser problème avec d'autres sujets et d'autres aspects qu'on voit de la transition écologique, pour pas citer la biodiversité. Mais c'est ce type de projets-là qui sont, à mon sens, à pousser. Il faudrait aussi aller et développer pas mal de projets à l'échelle de la collectivité. Ça, on le voit aussi beaucoup, c'est des projets qui fonctionnent bien. D'essayer de finalement mutualiser certains acteurs régionaux. Il y a donc le principe de l'autoconsommation collective qui peut répondre un petit peu à ça, qui est en train de se développer de plus en plus et qui permet de vraiment lier les acteurs entre eux et de développer, surtout de produire et d'utiliser l'énergie localement. C'est pour moi, à son sens,
Je pense que là, il faudra aussi anticiper pas mal sur le réseau électrique, parce que c'est bien beau de faire des projets, mais on a eu quand même aussi pas mal d'échos que le réseau ne peut pas toujours suivre et qu'il y a du retard qui peut être pris aussi sur certains projets. Donc je pense que le réseau doit aussi anticiper un petit peu en charge de ces projets d'énergie renouvelable qui sont un petit peu différents sur l'utilisation d'énergie. Et puis je voulais aussi faire un petit point sur les aides de la région et de l'ADEME qui sont aussi pour le développement des énergies renouvelables en général ou pour même amorcer un petit peu une démarche environnementale chez les entreprises. Il faut continuer quand même à pousser et à aider financièrement. Et puis finalement, je voulais conclure sur le fait que le photovoltaïque, pour nous aussi, le dernier élément finalement quand on parle de transition énergétique, on a d'abord la sobriété et l'efficacité avant d'aller se tourner vers des énergies renouvelables. Et là où finalement la région est assez forte sur le développement photovoltaïque et plutôt bien partie sur ses objectifs, sur le côté sobriété, il y a un petit peu plus de mal. Voilà, la consommation finale diminue, mais diminue quand même. Pas négligé. Merci. Maintenant, je vais me retourner vers Pierre-Emmanuel Martin. Alors, vous êtes président fondateur de TRLA, président fondateur de Carbone. Vous parlez de carbone tout à l'heure. Mais moi, on vient d'avoir trois regards. On regarde une collectivité, on regarde de la région, du cluster de la région, on regarde du Général qui est agriculteur. Moi, je voudrais le regard de l'industriel. On est là pour le lancement de TRLA. Alors, quel est votre regard, vous, en tant qu'industriel, qui travaille depuis très longtemps dans le domaine du photovoltaïque? Très longtemps. Voilà. Je vous remercie. Tout d'abord, vous permettrez juste, moi je tenais à dire tout mon bonheur. Je ne savais même pas, enfin, ça allait être aussi bien organisé. Donc, Sébastien, les équipes, bravo. Quand on a créé effectivement Perelac en 2009, avec Franck ici présent, qui se reconnaîtra, on n'imaginait pas un jour, dans cette révolution solaire qui s'annonce, de l'équation électrique qui est posée dans le pays depuis 1940. Une entreprise publique. On est demain à Bordeaux, qui est en fait une révolution peut-être girondine, doit mettre un peu plus de territoire décentralisé dans l'équation électrique. Et c'est ici c'est bien organisé. Ça semble intéressant si on raccroche ça au territoire. D'abord, la révolution solaire, elle est là. Je parlais tout à l'heure, on fait des réunions publiques, on se tutoie, où je peux vous voyez, cher monsieur. Mais donc, on a, tu parlais du RTE, le RTE propose en 2021, effectivement, 2022, des scénarios, dans son scénario le plus, on va dire, moins favorable aux énergies renouvelables, le solaire est résilient. Là, beaucoup de nucléaire, ce que veulent aujourd'hui les sénateurs. Le solaire, c'est 70 à 210 gigawatts. Est proposé, programmation pluriannuelle de l'énergie, donc 70 à 210 en 2050. Présenté par un gouvernement et qui intègre beaucoup de dispositions, en tout cas consacre le solaire. C'est 75 à 100 gigawatts de solaire en 2035. En 2035, c'est-à-dire qu'on accélère. Donc le solaire, il est là pour casser tous les records chaque année. D'accord? Donc c'est la technologie, c'est l'énergie la plus compétitive, la plus... Ce qui est intéressant, et ça c'est une vision qu'on porte, en tout cas avec Sébastien, que je connais depuis mes années d'études, tu m'autorises à le dire, Sébastien, qu'on partage à peu près les mêmes visions, même si on n'est pas toujours d'accord. C'est que globalement, le territoire rentre dans l'équation électrique et tous les solaires sont possibles. Et je le dis souvent, on peut avoir le solaire du zadiste, celui qui veut être autonome, en lutte énergétique dans son arbre, mais on a aussi les grands projets, et ceux qu'on a en France. Alors, on a moins un territoire qui se prête à des projets de plusieurs centaines, voire milliers d'hectares. Si on faisait que ça, je crois que pourrait être prise à bail en agrivoltaïsme plus de 500 gigawatts aujourd'hui. Donc, ce qui pose un problème, puisque la totalité des équipements des usines électriques, nucléaires, hydrauliques, c'est à peu près 110 gigawatts. Donc, on voit à peu près
le point et l'équation. On n'a pas un réseau pour ça. Mais on a tout le continuum de celui qui va être autarcique, en lutte, jusqu'à des grands projets hyper capitalistiques. Donc, comment on met du territoire là-dedans? Est-ce que le territoire, c'est juste un espace, un désert même? Mais là, des fois, en France, c'est pas des déserts, il y a des agriculteurs qui sont en souffrance. La problématique de l'eau sur ces territoires-là, et on connaît effectivement Lot-et-Garonne, c'était autour du maïs aussi. À un moment donné, il y a cette problématique qui a émergé dans les années 2015-2016. Des villes qui veulent équiper. Comment? Sur des collectifs aussi, des logiques peut-être plus coopératives ou alternatives à un capitalisme ou un financement traditionnel. Et donc, c'est tout ça, comment on le met ensemble, quoi. Et c'est là où j'ai un regard industriel. Je dis, comment on fait cohabiter tout ça en France? Il y a des écolos et il y a des pas écolos. Mais ils veulent tous faire du solaire. Donc, comment on répartit les trucs? Donc, le gouvernement a proposé une équation. Il y aura beaucoup de toitures, beaucoup moins de projets au sol. Donc là, il va y avoir un débat et comment on met ça. Mais ce qui est important et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il faut se rendre compte que finalement, l'énergie ne se décide plus comme dans les années 60-70 par une DATAR à Paris qui décide pour les gens et qui va dire, voilà, on fait une DUP, déclaration d'utilité publique, on prend votre champ, on prend votre rivière, on prend votre truc, et c'est ici qu'on produira pour la France. Ça va être, voilà, on va apprendre, on est en train peut-être d'apprendre en France comment les territoires, avec ses habitants, ses logiques, on arrive à construire des projets qui permettent de faire émerger de nouveaux actifs. Et pour faciliter ça, je dois dire, parce que je suis quand même un militant des énergies renouvelables, c'est s'il y a un truc qui est compliqué, c'est qu'on porte. Donc les écolos nous ont quand même aidé à avoir du solaire un jour. Hein. Mais il ne faudrait pas que les écolos oublient aussi des fois qu'il y a des dynamiques plus financières ou ça qu'il faut absolument adopter et ne pas être en opposition. C'est que s'il y a un truc qui est compliqué, en tout cas, c'est qu'il y a un autre territoire qu'on ne voit pas, qui s'appelle la Chine, qui est loin. Et qui aujourd'hui, c'est 100% de tout ce qu'on installe dans les green tech vient de Chine. Donc on a un technocolonialisme qui arrive si on ne fait pas gaffe. Et ça, moi, c'est une vraie problématique. Carbone. Voilà. Donc Carbone. moi, je milite pour la transition écologique, mais je milite pour une transition qui soit, nous militons pour une transition qui soit quand même juste, efficace et qui tienne compte des réalités et de ce que vivent les gens dans les territoires et comment on peut les mobiliser ou les amener à porter des projets. C'est-à-dire qu'avant ça, on a eu une vie dans l'éolien et dans l'éolien, on a fait des projets là où personne ne sait en faire, sur des territoires absolument magnifiques. On a toujours eu un satisfecit, n'est-ce pas Franck, de la part des CDPNAF de l'époque pour faire de l'éolien dans des territoires comme la montagne à la Béchoise. Je vous laisse y aller pour voir à quel point c'est compliqué de faire des projets là-haut. Mais le point, c'est qu'il faut absolument... La France en 2002, je le dis souvent parce que je viens de ce secteur, la France en 2002 produit 2 fois plus de panneaux solaires que la Chine. Voilà. Aujourd'hui, c'est que dalle. La Chine, c'est des panneaux solaires pour le monde entier. Il faut réagir pour plein de raisons, parce que c'est l'énergie de l'avenir, mais aussi parce que les conditions dans lesquelles la Chine a fait ce pas, ce saut technologique, c'est aussi pour envahir le monde, avec des pratiques et des conditions sociales et écologiques qui sont désastreuses. Donc, l'idée étant la suivante, c'est qu'il faut absolument réindustrialiser. Donc, on a lancé on travaille dessus depuis des années, et il se trouve qu'en 2021, on a lancé une initiative qui est devenue Carbone et qui est aujourd'hui un des 5 projets d'intérêt national majeur avec une gigafactory à Fos. Moi, je suis très fier que les gens qui composent TEALAC me soutiennent et m'aident dans la limite des moyens disponibles, parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Mais que l'idée est la suivante, c'est qu'on ne fera du solaire accepté et acceptable en France par les agriculteurs énervés ou par des politiques qui vont être un peu plus décentralisées, territorialisées, que si on a une base industrielle pour dire demain, 100% de la valeur de ce qu'on va collecter sur nos territoires comme énergie vient nourrir le budget, la balance commerciale et évidemment des emplois bien payés, parce que dans l'industrie, on paye bien. Donc, Carbone, en 2 mots, peut-être rappeler, c'est donc 5 gigawatts de capacité de production. Donc, c'est totalement intégré. On fera des plaquettes, du lingotage, des plaquettes, des cellules, des modules. On a déjà pas mal d'aides de la région, on a des investisseurs qui suivent, et c'est pour une mise en service en 2027-2028.
Et c'est là où on a rencontré Renaud. On a passé avec Rio la commission nationale des sites, la concertation préalable, et on attend le permis de construire. Début d'année 2025, juste pour vous qui faites du développement de projet, enfin pour ceux qui en font, on a déposé le permis de construire et l'autorisation environnementale pour 50 hectares en juin, et on aura le permis de construire début janvier, moins de 6 mois. Quand un projet s'intègre dans une logique d'intérêt général, il peut être très rapidement, et là, les écologistes ne nous ont pas embêtés, puisqu'on a eu le national de la protection de la nature. Merci. Alors on va terminer cette table ronde, mais après vous pourrez réagir, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, Sébastien, venez, vous êtes le directeur général, c'est grâce à vous que les gens sont réunis. Merci de nous avoir réunis. Merci d'abord. Alors, tout d'abord, vous avez entendu un petit peu, les autres intervenants. Moi, j'avais votre premier retour, là, comme ça, un petit peu chaud. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que ça vous inspire, ce qui a été dit avant? Ouais. Alors, avant de vous répondre, je voudrais vous remercier tous de votre présence, qui fait vraiment chaud au cœur, parce que Terre et Lac s'installe, c'est tout nouveau. Notre présence en Nouvelle-Aquitaine et à Bordeaux tout particulièrement, et je suis très très content de vous accueillir tous, et puis de poursuivre cette table ronde par un cocktail au 9e étage qui est un endroit fort sympathique. Donc je vais essayer de pas trop prendre de temps parce que franchement ce qui nous attend là-haut, c'est sympa. Mais je vais quand même répondre à votre question. Merci. Ce que je retiens de tout ce qui a été dit, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes, il y a des besoins qui s'expriment, et puis il y a aussi des questions qui se posent, et que c'est le rôle des entreprises du photovoltaïque et le rôle de Terre et Lac, qui est une entreprise qui fête aujourd'hui, alors hasard du calendrier, mais on fête aujourd'hui donc 15 ans d'existence, puisque le CABIS a été obtenu le 19 novembre 2009. Donc voilà, c'est vraiment un hasard du calendrier, mais donc on est en plein dans l'adolescence de Terre et Lac, là, on grandit, c'est pas facile tous les jours, mais on fait ce qu'on peut et on y arrive. Et donc il y a beaucoup d'attentes qui s'expriment, beaucoup de questions, et donc le rôle des entreprises du photovoltaïque, c'est d'apporter des réponses de façon très construite et respectueuse justement des attentes de chacun. Et c'est ce qu'on essaye de faire depuis 15 ans. Ce soir, c'est le lancement de Terre et Lac à Bordeaux. Donc, c'est quoi l'ADN de Terre et Lac? Qu'est-ce qui le différencie? Alors, moi, il y a la spécificité. Il y a un proverbe que j'aime bien, c'est il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour. Voilà. Donc, un projet photovoltaïque, c'est un projet par essence partenarial. C'est un projet de territoire. Ça a été dit par Pierre-Emmanuel et tous les intervenants. On ne fait pas un projet photovoltaïque de façon centralisée et autoritaire. On fait un projet photovoltaïque avec les acteurs du territoire tels qu'ils sont. Voilà. Donc, les acteurs du territoire, c'est qui? C'est des citoyens, c'est des entreprises, c'est des collectivités locales, c'est des services de l'État, ce sont des associations, enfin, c'est plein de gens qu'il faut associer à tous les instants de la vie d'un projet. Et alors, associer des acteurs, c'est facile de le dire, et quand je dis il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour, c'est comment on le fait, ce qu'on fait concrètement. Terre et Lac a, je ne dirais pas inventé, mais a initié des choses qui aujourd'hui se généralisent. C'est le fait d'associer beaucoup d'acteurs dans les projets. Alors, quand on traduit ça en droit des sociétés, parce que c'est très romantique de dire il n'y a pas d'amour mais des preuves d'amour, après il faut qu'on dans le concret, quand on traduit ça en droit des sociétés, ça veut dire qu'on associe beaucoup d'acteurs dans nos projets qui deviennent coactionnaires avec nous des projets. Et donc on a des coactionnaires qui peuvent être d'autres entreprises, qui peuvent être des collectivités locales, qui peuvent être des coopératives agricoles, qui peuvent être des agriculteurs eux-mêmes. Et donc, ce sont des gens avec qui on travaille au quotidien. Et le fait d'être actionnaire, ça change beaucoup de choses. Alors, ça change deux choses essentiellement. La première, elle est d'ordre financier, c'est-à-dire qu'un actionnaire, il va percevoir les dividendes, les bénéfices d'une activité économique, donc en l'occurrence la production d'électricité. Et la deuxième chose que ça change, c'est que ça change beaucoup dans la gouvernance des projets. C'est-à-dire que toutes les décisions, on les prend avec nos coactionnaires. Et donc là, les acteurs du territoire ne sont pas simplement
des personnes consultées quand il y a des obligations réglementaires ou quand il faut faire un réunion publique, mais elles sont véritablement associées dans les projets, et donc on devient véritablement partenaire. Et c'est ça que Terelac a fait depuis maintenant quelques années. Pour être très concret ce soir, est-ce que vous avez deux projets dont vous êtes fiers? Là, comme ça. Il y en a sûrement plein. Ouais, alors peut-être deux trois. pour nous ce soir. Allez, deux. Le projet, c'est le projet qu'on a fait avec la métropole de Lyon, qui a consisté à solariser une zone au sud de Lyon. Donc Lyon, c'est vraiment notre base. C'est là où on est né, et c'est là où on a fait le premier projet. Et donc, on a développé à partir de 2018 un projet de solarisation de la vallée de la Chimie, qui est la zone au sud de Lyon qui concentre énormément d'activités industrielles et qui est très très problématique dans une logique de transition énergétique et environnementale. C'est une des zones les plus industrialisées de France depuis le plus longtemps. Donc il y a de la pollution qui est là depuis 150, 200 ans, c'est un territoire qui est très compliqué. On a développé dans une société partenariale avec le Grand Lyon, dans laquelle Terelac n'est pas majoritaire. Donc ce n'est pas nous qui avons la majorité des actions de cette société. On a développé 6 projets d'ombrières et de solarisation de toiture sur des fonciers d'industriels, donc Total, Arkema, Gitect, des grosses entreprises qui nous ont cédé leur foncier pour développer des projets. Et ce projet, il est particulièrement intéressant parce qu'on a pu le faire uniquement parce qu'on était associé avec la métropole de Lyon. On n'aurait pas pu le faire tout seul. C'était trop compliqué, il y avait trop de barrières à lever, de tout ordre. Donc on a vraiment réussi à faire sortir ce projet parce qu'on a travaillé ensemble dans une logique de partenariat. Et ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Les entreprises doivent apprendre à travailler avec les collectivités doivent apprendre à travailler avec les entreprises. Dit comme ça semble très simple. Dans la réalité, c'est très compliqué parce qu'il y a un peu le choc des cultures, quand même. Donc, mais on y est arrivé. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que ce projet, ça fait 6 ans qu'il existe, avec les projets qui fonctionnent parfaitement. Et donc, c'est une très grande fierté d'avoir réussi à sortir ce projet et d'avoir fait un projet qui tourne, qui marche bien et qui satisfait aujourd'hui tout le monde, à la fois l'entreprise que nous sommes, mais aussi la collectivité. Il y a un deuxième projet très rapidement. C'est la troisième que j'aimerais aussi. Le deuxième projet, c'est un projet qu'on a développé avec une petite commune qui s'appelle la Cavalerie, qui est en Aveyron, qui est le long de la 75, qui est l'autoroute qui relie Clermont à Montpellier. Et la commune était propriétaire d'un délaissé autoroutier qu'on ne pouvait pas valoriser. Et on a développé un projet photovoltaïque avec la commune, donc qui est également actionnaire, qui est co-actionnaire du projet avec nous. Et aujourd'hui, ce projet, il fonctionne, c'est 10 MW, donc c'est un gros projet photovoltaïque. C'est un projet au sol. Et ce qui est très, très intéressant dans ce projet, c'est que c'est un projet qui apporte des ressources à la collectivité. C'est-à-dire que le solaire, c'est quand même un énorme avantage, c'est que c'est une énergie qui, évidemment, peut se développer dans des métropoles, mais on a un espace foncier qui est contraint, donc on va aller trouver des solutions sur des parkings, des bâtiments, mais le foncier disponible pour faire des grands parcs, il est très limité. Par contre, en zone rurale, là, il y a du foncier. Et là, il y a du foncier qu'on peut mobiliser de façon très intelligente, c'est-à-dire sans nuire à aucune autre activité, sans nuire à l'environnement, ce que vous disiez, monsieur. Et ce projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le solaire, ça apporte de la richesse dans ces territoires ruraux. Et ça, c'est ce que vous disiez, monsieur, sur votre projet et sur la problématique que vous souleviez à propos de l'agriculture. C'est qu'il n'y en a pas beaucoup des activités économiques aujourd'hui qui apportent véritablement de la richesse dans les territoires. Donc ça, c'est le deuxième projet. Puis le troisième, un mot parce qu'on est très très fiers de ce projet, c'est qu'on a développé, toujours dans cet esprit partenarial, une société qui s'appelle Oxiane Solaire, qui a été développée avec une coopérative agricole, avec laquelle nous sommes partenaires depuis 2018. Et non seulement on a associé la coopérative agricole, mais en plus on associe les agriculteurs eux-mêmes. C'est-à-dire que les agriculteurs sont à la fois bailleurs, ils vont nous confier soit leur foncier, soit leur bâtiment pour qu'on puisse construire des centrales solaires, mais en plus,
ils deviennent actionnaires dans des conditions qui sont très intéressantes pour eux, de cette société, et ce qui leur apportera un complément de revenu, et ce qui est aussi très important pour des agriculteurs aujourd'hui. Merci Sébastien. Juste alors, pour terminer, conclure un petit peu, si vous aviez, qu'est-ce que vous avez envie de dire à la salle pour terminer, avant de passer la parole à tout le monde. 2 petits mots de conclusion de la table ronde avant qu'on débatte avec vous. Alors déjà, c'est que le pot là-haut, il est vraiment super sympa. Donc, restez avec nous, restez avec nous. Non, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que le solaire, Pierre-Emmanuel l'a dit, le solaire a gagné la partie. C'est quand on regarde les chiffres de développement à l'échelle mondiale, on parle de centaines de gigawatts qui sont installés tous les ans dans le monde. Le solaire et l'éolien ont gagné, et l'éolien ont gagné. Bon, c'est un fait indubitable. Il a gagné partout dans le monde, mais il n'a pas gagné en France. Voilà. Et ça, c'est le sujet. Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, ici, ce soir. Il y a des choses qui dépendent d'instances de décision nationale. Et puis, il y a énormément de choses qui dépendent de nous, c'est-à-dire des acteurs de terrain. Et donc, moi, la chose que je voulais dire, c'est qu'on a une obligation de s'entendre. On a une obligation de s'entendre, on a une obligation de travailler ensemble, on a une obligation d'être partenaires. Et ça, c'est vraiment, et pour revenir à votre première question, c'est vraiment notre ADN. C'est être partenaire, mais vraiment partenaire. Voilà. Merci. Écoutez, on va se donner 20 minutes, une demi-heure avant d'aller au héritage pour échanger. Alors, on va échanger avec vous qui êtes là, mais on va aussi échanger s'il y a des gens qui sont en visio. S'ils ont des questions à poser, ils peuvent les poser, on les prendra. Et Caroline pour moi, il n'y en a pas. Mais je vais vous donner la parole. Donc, allez-y, questions, avis, voilà. Tous les intervenants ici sont prêts à répondre à vos questions. Je sais, c'est difficile, il faut qu'il y en ait un qui commence. Donc, pas le tirer au sort. Donc, il faut qu'il y en ait un qui se dévoue pour poser la première question. Ah. Allez-y, vous pouvez vous présenter. Donc, François Ménard, je travaille au cabinet du maire de Bordeaux. Je vous entendais parler des délaissés. On en a parlé rapidement, mais le maire de Bordeaux s'intéresse beaucoup aux routes. Et donc, justement, quelle perspective donnez-vous? Alors, quand je dis route, évidemment, la rocade, c'est peut-être la plus compliquée de toutes les routes, mais ce qu'il a voulu ouvrir, en fait, c'est un peu un pas de côté en disant, voilà, aujourd'hui, on a des routes, on en a partout, on a des délaissés au bord d'autoroute, on a également des pistes cyclables, on a des nationales, des départementales, et j'en sors. Donc, des zones qui sont quand même déjà artificialisées. Est-ce que vous avez une stratégie par rapport à cette surface? Alors, Sébastien, peut-être oui. J'ai pris naturellement la question. Oui, bien sûr, on a une stratégie. De façon générale, les délaissés, c'est la priorité. On va faire du solaire là où on ne peut pas développer notre activité. Donc ça, c'est ce que l'on fait de façon prioritaire. Donc c'est des délaissés autoroutiers, des friches, l'abord de routes, de canaux, voilà, tous les espaces fonciers finalement sur lesquels on peut mettre du solaire, eh bien on travaille dessus. Ensuite, la question que vous posez sur les routes, sur les différentes options qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire soit des panneaux verticaux, soit de la couverture de ces routes, se heurte aujourd'hui à des considérations économiques. L'équation du solaire, elle est assez simple. Hein, on produit de l'électricité qu'on vend dans le cadre aujourd'hui de tarifs qui sont définis selon des mécanismes régulés. Et c'est la vente de l'électricité qui doit permettre l'amortissement des investissements qui sont réalisés. Donc c'est là où il y a des gros enjeux, c'est comment on va faire émerger des solutions techniques un petit peu innovantes, qui vont par définition coûter plus cher, qui ne vont pas avoir la capacité de se rémunérer par le seul tarif. Comment on trouve des financements alternatifs à ça, soit avec des aides à l'innovation, soit avec du cofinancement. C'est-à-dire que le solaire va apporter un service, ce service doit être rémunéré en tant que tel, et c'est ça qui va aller aider et supporter un investissement qui va être plus coûteux qu'une centrale en toiture ou une centrale au sol.
Merci. Quelqu'un, oui. Vas-y, Pierre-Emmanuel. Non, mais juste pour rebondir et prendre, enfin, on a beaucoup de solutions, enfin, en tout cas si on regarde la Chine, et qu'on la regarde sur terre d'innovation aussi, parce qu'ils ont quand même inventé le solaire compétitif, donc voilà, après que le régime politique soit ce qu'il est, il y a énormément, on voit toujours la Chine avec d'immenses projets, plusieurs gigawatts dans les déserts, enfin on a l'impression que la Chine c'est que ça, c'est des montagnes qui sont couvertes de panneaux. En fait, la Chine, c'est 60% des projets, c'est que des projets en toiture, ou sur des délaissés, ou sur des routes, des pistes cyclables qui sont couvertes de... Voilà. Donc, il y a cette innovation d'en mettre partout. Nous, en France, il y a quand même un sujet, c'est déjà trouver la place. On peut en mettre partout du solaire, mais le chat de l'aiguille, il est très fin. Enfin, on essaie de l'écarter tous les jours, mais c'est... Et la problématique depuis qu'il y a le calcul économique cher à Marcel Boiteux, dont on rend hommage, c'est la problématique de l'électricité en France, c'est l'électricité la moins chère. Voilà. Donc, faire des innovations. Donc, c'est pour ça que demain, il faut associer les collectivités. Elles seules pourront prendre en charge des prouesses architecturales sur des routes, voilà. Encore faut-il qu'elles aient des moyens. Donc, ça, aujourd'hui, c'est peut-être pas. Voilà. Mais globalement, on ne produira jamais une électricité très compétitive à couvrir des autoroutes, des pistes cyclables, etc. Mais simplement, à partir du moment où il y aura des aménagements faits pour y mettre des panneaux et des raccordements très simples, vous aurez de l'électricité qui sortira là très compétitive. Mais l'infrastructure pour porter tout ça, ça sera très compliqué. Et en France, on reste, je le dis, sur toujours cette notion un peu idéologique d'une électricité pas chère. Enfin, qu'il faut pour des industriels, hein, il faut absolument. Mais il y a quand même cette question d'une électricité toujours pas chère, pas chère. Merci, monsieur. Bonsoir. Alors, Stéphane Apoux, je suis adjoint au maire de la ville de Saint-Médard-en-Jalles, en charge du développement économique. On a une particularité sur la ville de Saint-Médard-en-Jalles, c'est que nous sommes une des plus grandes villes de la métropole bordelaise, on fait quasiment 90 km². Et donc, on a beaucoup de porteurs de projets, hein, comme Terrega, d'autres entreprises qui prospectent aujourd'hui les collectivités territoriales. D'ailleurs, nous sommes sur un projet de plusieurs centaines d'hectares sur la commune qui est en cours d'avancement. On est plutôt favorable, nous, la collectivité, à ce genre d'agri-photovoltaïque, comme monsieur a fait. J'ai vu que monsieur, vous étiez sur 1200 hectares, on n'est pas sur ces dimensions-là, on est quand même quasiment sur 252 hectares, donc ça commence à faire. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'assiste pas quand même à un certain Far West des entreprises? Et comment on fait? Est-ce qu'il y a une autorité de régulation? Est-ce qu'à un moment donné, un peu comme dans l'espace, c'est en train de se réguler, justement, avec Saint-Médard-en-Jalles est une ville de l'espace, on a Ariane Group qui est sur le territoire, donc on a justement ces mêmes problématiques et nous en parlons souvent. Est-ce que justement en agri-photovoltaïque, pour éviter que demain on se retrouve avec des quinzaines d'entreprises qui nous prospectent avec des projets différents, comment on fait pour gagner en visibilité? Comment nous les élus, qui ne sommes pas des ingénieurs de la partie, est-ce qu'il y a justement des référents sur lesquels on peut s'appuyer pour gagner un peu en compétences? Voilà un peu la question. Merci. Alors, peut-être Sébastien Fenet, puis peut-être après Soltena, qui est peut-être référent. Sébastien? À plusieurs voix, alors, parce que... À plusieurs voix, la question. Oui, la question que vous posez est très importante. On y est aussi confronté, c'est-à-dire que aujourd'hui, le solaire, c'est une activité privée, avec des entreprises qui travaillent, et donc qui font leur métier, qui vont voir ce qu'on va appeler des clients, plus souvent des bailleurs et des acteurs territoriaux pour développer leurs projets. Donc ça, c'est inhérent au fonctionnement du marché du solaire aujourd'hui en France, de façon générale, hein, partout dans le monde. Donc il y a beaucoup d'entreprises. Et c'est vrai qu'il peut être compliqué d'identifier celles avec lesquelles vous avez envie de travailler. Donc il y a beaucoup de régions, beaucoup de collectivités qui mettent en place des services d'accompagnement pour aider à bien comprendre à la fois comment ça fonctionne, et puis quelles sont les entreprises qui, même si elles ont forcément un devoir de réserve, mais quelles sont les entreprises qui peuvent être rencontrées, puis celles qui peuvent l'être moins. Il y a aussi beaucoup de conseils de bureaux d'études. Un projet solaire, c'est un projet qui s'inscrit dans le temps très long, hein, puisque quand on construit une centrale solaire, elle a vocation à produire pendant 30, 40 ou 50 ans. Le temps de développement, c'est plusieurs années. Les enjeux financiers se chiffrent vite, là, sur ce que vous évoquez comme taille.
c'est plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions d'euros d'investissement. Ça vaut le coup pour la collectivité de se faire accompagner. De se faire accompagner par des gens compétents qui connaissent le marché et qui pourront vous aider à trouver les meilleurs. Et puis la troisième chose qui est assez simple à faire, c'est de péter la lac. Alors, Pierre-Emmanuel, et après Soltena, ou Pierre-Emmanuel, puis après Bon. Monsieur Non, mais alors, vous avez raison, c'est le Far West. Et sachant qu'en plus, il y a du foncier et qui est privé et ils font ce qu'ils veulent, les gens. Donc, quelle est votre capacité? Donc, il y a plusieurs. Moi, je dirais que le solaire, c'est déjà assez nouveau. Et donc, moi, je suis très heureux que ce soit le Far West parce que c'est une multiplication d'opportunités. Et ça serait pas mal qu'après, progressivement, il y ait des règles. Je dirais l'immobilier, c'est un autre que ça fait le Far West. Avant d'arriver à des règlements d'urbanisme, avant des doctrines sur comment on va faire des projets et comment, à un moment donné, les collectivités. Enfin, je veux dire, on est quand même ce pays où il y a quand même des doctrines d'urbanisme dans les collectivités où on ne peut pas. Le PLU. Donc, quelle est votre possibilité? Donc là, aujourd'hui, il y a des zones dans la loi APER, il y a des zones d'accélération. Là, vous avez des outils pour vous saisir et dire, et si nous planifions ça? Donc déjà, ce serait la première couche, c'est qu'est-ce que vous, collectivité, pouvez dire et faire pour dire, attendez, c'est bien, tu vas avoir 300 hectares avec du solaire, avec un bon loyer dessus, mais voilà, on va peut-être faire autre chose, parce que nous avons envie, nous, collectivités, de maîtriser ça. Donc déjà, c'est la question de votre planification territoriale et votre capacité à dire à des gens, attention, si tu signes là, tu auras un avis défavorable de la communauté, de la métro, parce que nous exigeons que tu rentres dans un truc concerté. Après, il y a d'autres façons de faire. Donc nous, on a initié, ou en tout cas, il y a des collectivités, donc là, oui, mais allez voir Belleville-sur-Saône, par exemple, qui est une collectivité énorme, à l'ouest, au nord-ouest, au nord de Lyon. Ben, on les a aidés à développer, ils avaient un territoire énorme, plein de lacs, plein de trucs. On les a aidés à comprendre bien. On a accepté un appel à un projet ou à manifestation d'intérêt, où beaucoup l'ont pu solliciter. On a pris le risque, après les avoir conseillés, parce qu'il n'existait pas d'urbanisme solaire, on l'a gagné. Parce qu'on a proposé de mettre dans la collectivité soit co-investisseur de tous les projets qu'on sort. C'est-à-dire qu'on crée une sorte de régie solaire qui va amener des budgets de fonctionnement à la collectivité. Et sur les centaines d'hectares qui ont été travaillés et les projets qui vont être faits, ben voilà, on a récupéré, il y a un aérodrome qui voulait dealer avec Total, une carrière avec Pierre-Paul. Bon, quand le maire est allé les voir, les élus, ils ont dit non, finalement, on va faire rentrer tous ces projets dans cette société commune. On arrête et au lieu d'avoir 25 000 euros du mètre de l'hectare, mais peut-être qu'on aura que 3 000 ou 4 000, mais en même temps, moi, directeur de l'aérodrome, je suis intéressé à toujours avoir mes subventions et mes écoles qui viennent. Moi, ma carrière, il y a des autorisations qui dépendent un peu de la collectivité sur les accès. Donc, voilà, et chacun revient un peu raisonnable, sachant que 3 000 ou 4 000 euros de l'hectare, ça reste raisonnable pour un terrain, notamment qui n'a pas d'autre vocation que d'être un terrain agricole. Donc voilà, c'est allez là-dedans. Faites-vous accompagner. Après, nous, on peut le faire, et on peut prendre le risque de perdre. Est-ce que Soltena propose ce service aux collectivités pour les accompagner? On peut les accompagner. De quelle manière? Oui, on peut proposer cet accompagnement. En fait, au sein de notre réseau, on a finalement des acteurs que nous, on connaît, avec lesquels on discute souvent, avec lesquels aussi on essaye d'avoir pas mal de retours d'expérience. Je pense que c'est quand même une bonne garantie un petit peu pour choisir tel ou tel acteur, de regarder ce qu'ils ont fait. On organise aussi pas mal de visites de sites, finalement, quand les différents interlocuteurs nous ouvrent leurs portes, nous on essaye de justement montrer ce qui se fait bien, pour pouvoir après en parler et pour pouvoir le montrer et puis justement les recommander. Donc je pense que se rapprocher d'associations ou de groupements comme ça peut être totalement une solution, que ce soit Soltena ou autre. Il y en a d'autres aussi qui font ça. Mais ça permet de faire un premier tri aussi des acteurs et surtout de les rencontrer sur différents formats de rencontres, différents formats de réunions, et puis aborder ces sujets d'une autre manière et puis tisser d'autres liens, je pense. C'est important.
Céline Papin, vous voulez compléter. Oui, très brièvement, mon cher collègue, bonjour. Pour indiquer peut-être que c'est vrai que c'est un retour qu'on a de très nombreux élus, de très nombreuses collectivités. Moi, je suis en charge aussi au niveau de la métropole des coopérations territoriales, donc les relations de la métropole avec ses territoires voisins. Et dans le cadre des contrats de coopération qu'on met en place avec les autres EPCI, les autres intercommunalités, c'est un sujet qui revient souvent, cette question du partage d'expertise entre collectivités sur ces nouveaux enjeux, sur ces nouveaux sujets sur lesquels un certain nombre de collectivités ne se sentent pas assez outillées face effectivement à des sollicitations toujours plus nombreuses. Mais après, comme l'a dit, comme vous l'avez très bien dit, la question faite, c'est le parallèle avec l'urbanisme et avec l'immobilier est tout à fait réel. On a su s'outiller au niveau des collectivités pour, j'ai envie de dire, mettre un certain nombre de cadres à notre projet de territoire par rapport au développement de projets immobiliers portés par des promoteurs. On saura le faire aussi sur la question du solaire et on s'y emploie par justement l'inscription d'un certain nombre de règles dans le PLU et par le partage d'expertise, la mutualisation aussi d'ingénierie. Ça fait partie au niveau de Bordeaux Métropole aussi de l'orientation qu'on souhaite prendre pour davantage s'équiper mutuellement et techniquement sur ces questions. Merci. Une autre question. Merci. Julien Lepage, Terre-Lac. J'ai une question par rapport à M. Ménard. Dans votre discours, vous avez abordé la problématique de l'eau, la guerre de l'eau. Le changement climatique est présent. On voit des territoires au sud de l'Europe, notamment l'Espagne, aujourd'hui, qui ont un gros problème de ressources en eau. Vous, au niveau de votre projet, est-ce que vous avez une notion de l'économie en eau, en tout cas, peut apporter l'ombre portée par les panneaux, avec un calcul très simple, c'est que la consommation moyenne d'un Français aujourd'hui, c'est 54 mètres cubes d'eau par an. Et l'idée, c'est de comprendre à peu près l'équivalent que ça ferait de consommation gagnée par habitant avec un calcul rapide. Bon, c'est une étude qui n'a pas été finalisée finement, mais je pense que on peut économiser de 20 à 30% de part les ombrières, effectivement. Oui. Sachant que pour l'élevage, bon, c'est quand même hyper important. À partir du moment où on voit le réchauffement climatique qui est là, on le subit, je dirais pas au quotidien, on le subit année par année. Donc je pense que c'est une très 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 bonne chose. Donc cette économie d'eau, d'avoir des cultures, de pouvoir installer des cultures à valeur ajoutée, pour se démarquer des produits importés. Je sais qu'aujourd'hui, on parle du Mercosur, mais enfin bon, c'est quand même incroyable, quoi. Enfin, on nous parle d'indépendance alimentaire au quotidien et en même temps on met des pots de banane, donc il faut arrêter les conneries, quoi. Je vais vous parler crûment, mais enfin bon, il faut arrêter. Donc le problème de l'eau, attendez, le stockage de l'eau bien sûr, mais enfin bon, on voit où c'est qu'on va. C'est hyper difficile. Donc, de prendre le taureau par les cornes et d'envisager l'avenir, pérenniser nos exploitations, comme je disais tout à l'heure, bon, c'est hyper important. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a de nombreux jeunes qui s'installent, mais en s'installant, ils pensent au photovoltaïque, agrivoltaïque, de manière à avoir un revenu correct sur lequel ils peuvent compter annuellement. On ne peut pas continuer à travailler sans filer, c'est la folie. Comment voulez-vous relever le défi d'installer des jeunes s'il n'y a pas le revenu? Donc c'est mission impossible. Donc, alors, encore nous dans le sud-ouest, le Côte-et-Garonne, bon, c'est un département qui vient pourvu, département en 77 ou 78 productions, avec le Lot, la Garonne, bon, on a des territoires quand même riches, mais moi je pense à des zones intermédiaires, ou même avec des exploitations de 150-200 hectares, ils vivent misérablement. Et le photovoltaïque, l'agrivoltaïsme est une valeur sûre pour l'avenir. Que les paysages seront beaux, s'il y a des agriculteurs, il n'y a pas d'agriculteurs, mais c'est l'Afrique partout. Regardez le pastoralisme. Donc, il faut quand même prendre conscience de cet état de fait. C'est hyper important. Et Dieu sait qu'on peut continuer à produire tout en produisant de l'électricité, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Merci, Monsieur Ménard. Monsieur, vous avez une question. Trois. Bonjour, Christophe Barraud, je suis le directeur d'un bureau d'études
qui s'appelle Green Birdie Sud-Ouest, donc la filiale Sud-Ouest d'un bureau d'études spécialisé dans l'énergie et l'environnement. On intervient sur les 3 piliers qui ont été cités par Léo. On est adhérent également de Soltena depuis 7 ans, avant même que Soltena s'appelle Soltena. Et on participe donc sur les sujets de la sobriété énergétique, de la décarbonation et du développement des énergies renouvelables, avec une notion également de R&D sur tous ces stockages. Et on participe à un projet qui est une première en France, qui est le tout premier contrat de gré à gré d'énergie renouvelable, donc ce qu'on appelle les PPA, pour 11 ETI de Nouvelle-Aquitaine avec la région Nouvelle-Aquitaine. Donc on a quand même une notion d'essayer d'innover aussi sur des sujets à la fois technologiques et contractuels. Je voulais vous poser la question sur 3 obstacles éventuellement au développement des énergies renouvelables. Le premier, monsieur parlait des zones artificialisées comme les routes, etc. Nous, on fait beaucoup d'études sur des toitures. Il y a un gisement colossal de toitures et on voit des obstacles type assurantiel, pompiers, structures éventuellement. Mais est-ce que vous avez des discussions à votre niveau, peut-être au niveau de syndicat, pour éduquer les assureurs sur les problématiques du photovoltaïque éventuellement? Donc ça, c'est ma première question, parce qu'il y a quand même un gisement qui est énorme et souvent le frein pour les industriels qu'on côtoie ou les maîtres d'ouvrage, c'est déjà leur propre assureur. Le deuxième obstacle que l'on voit, c'est le fait que les énergies renouvelables sont par essence intermittentes. Et on a vu une explosion des prix négatifs, c'est-à-dire qu'à un moment où on produit de l'énergie verte, le réseau n'est pas en capacité d'avoir cette consommation-là. Donc du coup, on est obligé de couper les centrales ou les éoliennes à certains instants. Est-ce que la flexibilité, le stockage des énergies ou le service au réseau, ça peut être une solution selon vous? Et le troisième sujet, que vous avez un petit peu abordé avec cette notion d'industrialisation ou de réindustrialisation pour s'approprier, on va dire, toute la chaîne de valeur, c'est quand même éventuellement la pénurie des matières premières, et je pense en particulier au cuivre, puisque le cuivre, c'est un élément fondamental de l'électrification. Est-ce que c'est des sujets que vous abordez par ailleurs? Voilà, désolé de ces 3 questions. Je vais répondre à la première question, puis je laisserai Pierre-Emmanuel les deux. Alors, éduquer des assureurs, je ne sais pas s'il y a des assureurs dans la salle. Non. C'est un métier, hein. En soi, de convaincre un assureur d'aller faire du solaire en toiture. Dans certains cas, en fait, les contraintes, effectivement, il y a un potentiel qui est colossal sur les toitures. Il y a quelques contraintes. La contrainte de l'activité, c'est-à-dire l'objet de la raison d'être du bâtiment, c'est d'accueillir une activité économique. Et donc, c'est cette activité qui peut se poser un problème. Et effectivement, il y a des discussions avec des assureurs qui se sont globalement retirés du marché du photovoltaïque au début des années 2010, et puis qui reviennent timidement et dans des conditions qui sont loin d'être optimales. Bon, le temps fera son œuvre et fera que de plus en plus d'assureurs viendront à nouveau sur le marché. Il y a des frémissements, on a globalement un peu d'espoir, mais bon, il y a quand même des contraintes qui sont réelles. Par exemple, quand il y a des machines-outils ou ce genre de choses, là, c'est très compliqué parce qu'il y a des risques spécifiques. La deuxième contrainte sur le développement du solaire en toiture, il y a beaucoup de toitures terrasses qui sont évidemment, et on voit cette toiture terrasse en disant, mais là, on est quand même sur... Pourquoi c'est quand même absolument stupide de ne pas mettre de solaire? C'est qu'on a des problématiques là pour le coup technico-économiques, hein, c'est que ça implique très souvent, voire systématiquement, le changement du complexe d'étanchéité, donc ça coûte cher. Donc, si ça coûte cher, ça veut dire que économiquement ça passe pas. Et puis le troisième obstacle que l'on rencontre souvent et qui vient aussi se rajouter assez fréquemment au deuxième, c'est le renforcement de structure. Et là aussi, c'est-à-dire c'est des bâtiments qui n'ont pas été conçus pour accueillir des installations solaires, donc qui vont représenter entre 15 et 20 km² supplémentaires. Et ça, c'est encore une fois, on trouve des solutions techniques, elles existent, mais elles coûtent cher. Et c'est souvent ces surcoûts qui tuent les projets.
Donc là, face à ça, il y a plusieurs options. Donc les assureurs, j'en ai parlé. Sur les deux autres aspects, autres contraintes, il y a des solutions techniques qui existent. Il y a des panneaux aujourd'hui qui offrent des solutions beaucoup moins lourdes et qui pourraient permettre de résoudre ce problème de structure. Reste la question de l'étanchéité, du contexte d'étanchéité. Là aussi, il y a des solutions techniques qui existent. Il y a encore pas mal de verrous. C'est vrai que le jour où ces verrous sauteront, on va avoir un potentiel absolument gigantesque qui va se libérer. On a bon espoir, nous, que ça se libère et qu'on puisse équiper massivement ces millions de mètres carrés, ces dizaines de millions de mètres carrés qui ne demandent que ça. Et je laisse la parole à Pierre-Emmanuel pour... Sur cette question, madame, et après on parlera d'intermittence et de matériaux avec. Peut-être juste sur le premier point, la question assurantielle, c'est un point qui revient souvent. C'est le même point qu'on rencontre aussi sur le déploiement de la construction de bois. On voit bien qu'on a aussi ces problématiques-là de risque incendie, notamment vous avez évoqué les pompiers. Je vais donner un exemple peut-être très concret. Les élus préside des commissions de sécurité de livraison des bâtiments. Il y a toujours un point de vigilance particulier sur la partie photovoltaïque. Et on voit bien aussi comment certains projets qui ont pu être très bien conçus dès le départ, en répondant à un certain nombre d'exigences d'installation électrique, d'isolement d'un certain nombre de modules, en fait, facilitent grandement la validation de la commission de sécurité. Donc je crois qu'il y a aussi tout un travail préalable à mener, parce qu'à l'inverse, on peut avoir des projets qui n'ont pas été suffisamment bien conçus en amont et qui vont rencontrer ce frein à la fin et du coup voilà, peut-être insuffler dans les esprits l'idée que c'est dangereux et donc du coup pour de futurs nouveaux projets être peut-être limitants. Pierre-Emmanuel, l'intermittence d'un côté et puis d'autre part la raréfaction de certains matériaux. L'intermittence et les matériaux. Alors l'intermittence ça a à voir aussi avec la première question, c'est les freins. C'est qu'en fait, on n'a pas un réseau. Le réseau électrique, il est vieux de 150 ans. Il est venu pour des systèmes centralisés de production qui partent de 400 000 volts et qui descendent à 220 volts. Il n'a pas été prévu, on n'a jamais imaginé un jour qu'il y ait un truc aussi simple que le solaire qu'on pose n'importe où et qui produit de l'électricité quasiment chez le consommateur. Donc, c'est ça la problématique. Et en fait, maintenant qu'on y est, c'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé il y a très longtemps, il y a 26 ans, 27 ans à travailler dans le secteur, donc je dois être un des plus vieux dans la salle à travailler dans ce secteur. Jamais on n'aurait imaginé que le raccord des réseaux existe, d'une part, et deuxièmement, qu'on en serait là à pleurer parce qu'on fait que 5 gigawatts et non pas 10 gigawatts par an en France. Jamais. Donc ce truc, comment on fait? On met du solaire là-dedans. Et comment le gouvernement qui est affolé devant tout ça, et puis les collectivités qui voient le Far West, et puis... il faut quand même, on a un opérateur national qui essaie quand même, qui a des contraintes et qu'il faut quand même qu'il avance. Comment on met le solaire dans cette équation? Et on invente des contraintes. D'accord? Donc le système assurantiel fait partie de l'ensemble des freins qui permettent de ne pas aller trop vite. Bon. L'autre, l'intermittence. L'intermittence, c'est typiquement un frein qu'on met. C'est qu'il a été inventé quand le solaire a vraiment démarré dans les années, on va dire 2006-2010. Et il y avait quoi en France? Il y a une crise qui s'appelait la crise des intermittents du spectacle. Tiens, c'est sympa, le solaire, qui est porté par les écolos, la majorité plurielle. Tiens, c'est sympa le solaire, mais c'est pas très sérieux. Tiens, c'est intermittent. Alors que ce n'est que variable. C'est qu'il y a cette variabilité qu'il faut étudier. Il n'y a pas plus, mais le solaire s'associe à ce qu'on appelle le mix énergétique. Il faut, c'est comment on sort de cette conception mécanique classiste, positiviste, très 19e, de la façon dont les ingénieurs vont voir le système électrique, qui est contraint, à un truc beaucoup plus quantique, de statistique. On dit, voilà, il y a du solaire, il y a de l'éolien, il y aura peut-être du nucléaire, il y aura peut-être... Bon. Et comment, voilà. Et donc, là-dessus, la question de l'intermittence, que moi j'appelle variabilité, pose effectivement de l'énergie fatale qui arrive sur le réseau, qui est quand même une bonne nouvelle, c'est de l'énergie des prix négatifs ou zéro. C'est-à-dire qu'il y a de l'énergie disponible à des moments gratos. Il faut la prendre. Comment on remet les usages là-dedans? Sachant que ce n'est pas le problème du solaire, ni de l'éolien. C'est que si vous regardez les périodes de prix négatifs, c'est ce qu'on ne peut pas arrêter.
Et la première source en France de ce qu'on ne peut pas arrêter, c'est le nucléaire. On ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas brutalement l'arrêter. Alors que nous, nos projets, dès lors que c'est négatif, pouf, on est obligé de les arrêter. D'accord? Donc, les prix négatifs, c'est parce qu'il y a une base et une inertie, il y a des titaniques partout qui ne peuvent pas s'arrêter. Voilà. Et c'est ça d'abord les prix négatifs. Après, comment on... Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en Europe, on va avoir énormément d'énergie gratos. Comment on évite le tarif EJP qui est calculé pour des pointes thermosensibles qui permet d'envoyer des choses. Bon, si demain, il faut les mettre en plein soleil, en plein midi, et non plus en plein hiver la nuit, mais en plein midi l'été, bah, le système, comment on arrive à ces tarifs heure creuse, tarifs heure pleine, où l'heure creuse c'est la nuit, il faut le mettre le jour, quand on a plein de solaire. Bon, donc c'est tout un système qu'il faut changer, qui est compliqué, pour être très, très en lien avec tous nos amis d'EDF, du réseau, tout ça, c'est quand même compliqué, parce qu'après, il ne faut pas se leurrer, on peut dire il y a des complots, il y a machin, il y a des lobbies, non. C'est l'électricité, c'est quand même un équilibre permanent, instantané, en temps réel, production, consommation. Et c'est très complexe à faire. Et en plus, on est connecté à d'autres pays qui eux-mêmes n'ont pas la même qualité de régulation du système. Donc, on peut avoir Et après, il y a des logiques d'entreprises qui veulent garder leur monopole, leur truc. Bon, ça, c'est autre chose. Mais ça, c'est aux régulateurs et aux politiques de bien. Maintenant, sur la rareté. Je pense que pour en tout cas les énergies renouvelables, il n'y a pas véritablement, ou l'électrification des usages, la question du cuivre, ben, voilà, il y a des gisements et je ne pense pas qu'il y ait de rareté sur cet aspect-là du cuivre. Enfin, si on recycle déjà tous les réseaux France Télécom aériens qui sont en France, on peut trouver là des mines de cuivre pour faire autre chose. Mais c'est pas la question de la rareté. Alors, dans le débat, voilà, ça fait partie des freins. On met métaux rares, terres rares, cobalt, enfants, machin, Afrida, pouf, paf, voiture électrique, tac, tac. Et là, poum, ben, les gens disent, ah ouais, non, ça craint. Et donc, on freine encore le truc. Mais non, sur la chaîne photovoltaïque, en tout cas, on travaille là-dessus. Il faut du quartz. La bonne nouvelle, c'est que le quartz, demain, pourrait venir du Lot. Parce qu'il y a des gisements. Aujourd'hui, il vient de Galice, pour le quartz en Europe. De la bauxite, bon, on sait là, et c'est tout. Voilà. Puis de l'énergie, de l'électricité, beaucoup. Puis après, voilà. Avec ça, vous faites des panneaux solaires. Après, bon, il faut faire de l'électronique, il faut faire les onduleurs, il faut faire les boîtes de jonction, il faut un peu de plastique, mais globalement, la matière première, celle qu'on va creuser, qu'on va chercher dans la terre en grosse quantité, c'est du quartz, qui vient de Galice, qui pourrait venir du Lot ou de Dordogne, et de la bauxite, pour faire l'aluminium. Bon. Et là, avec ça, vous avez votre sable pour faire les cellules comme le verre et puis l'aluminium, une fois que vous avez les machines et que vous avez le savoir-faire et l'électricité éternelle, voilà. La boucle est bouclée. On va prendre 2 ou 3 questions pour rester en délai. Bonsoir, Kachak Sora, cabinet de concert. Je souhaiterais poser une question qui concerne plutôt le projet carbone, profitant de la présence de Pierre-Emmanuel Martin. Je crois que pas plus loin qu'hier, un fabricant chinois a annoncé la création d'un premier projet de production de panneaux photovoltaïques en France, dans le Doubs, si je ne me trompe pas. Comment vous regardez ce genre d'initiative, notamment au regard des enjeux de souveraineté industrielle française? Bon, là, le projet, je ne le connais pas bien. Disons que, voilà, un Chinois, je dis, c'est le tam-tam médiatique que nous avons fait avec Carbone qui fait que la France est sur la carte des Chinois pour dire, tiens, il se passe quelque chose en France et allons voir. Parce que la question de la réindustrialisation, évidemment, ce n'est pas juste une lubie que j'ai eue, c'est quand même d'abord une architecture européenne. L'Europe dit, en 2030, 40% de notre marché doit être achalandé par des panneaux fabriqués en Europe. Donc, si on regarde les chiffres, c'est à peu près 40 gigawatts par an doivent être fabriqués quelque part. Les capacités de production en Europe sont quasi nulles. Donc, il va falloir les reconstituer. Et 60%, ce sera du chinois ou de l'américain, ou d'ailleurs importé. Mais les Chinois se disent, tiens, l'Europe, elle dit que c'est 40%, c'est pas nécessairement du 100% gouvernance européenne, capitaux européens, elle dit que c'est des usines en Europe. Donc, ils font le pari qu'il y aura
des usines à capitaux chinois. Voilà. Mais en Europe, on est con, mais pas que. On se dit qu'à un moment donné, la question de la gouvernance, c'est qu'il y a des articles qui permettront de dire non, mais en fait, ce qu'on veut à travers ces 40%, c'est de la résilience, c'est des critères de résilience, et derrière, c'est des critères de gouvernance. Donc, ils peuvent venir. Donc, moi, je suis très heureux, ça valide carbone. Comme on a j'étais avec lui là, le directeur général de Voltec, donc qui est une entreprise qui fabrique, voilà. Il avait du mal, voilà, il se plaignait tout le temps, et depuis que carbone existe, il n'a jamais autant vendu ses panneaux, et aussi cher, parce que les gens veulent du français. Parce qu'on a réussi à inscrire ça. Donc, on saura aussi, voilà, donc, qui viennent, ça valide. Je leur souhaite bien du courage. J'ai quelques doutes, parce que ce Chinois en particulier a raté son introduction en bourse cet été, pour 350 millions, parce qu'il est endetté jusqu'au cou. Il est en train de sortir du marché en Chine. Donc, je lui souhaite bien du courage pour venir chercher les 150 millions de subventions lui permettant de se refaire la paume en France. Bon, voilà. Maintenant, compétition, pas de marché, pas de compétiteur. Toujours qu'à la fin, c'est nous qui gagnons. Monsieur? Bonsoir, c'est Sévigné, cabinet Territoire et Affaires publiques. J'ai justement une question à propos de territoire, et vous en parlez très bien. La région Nouvelle-Aquitaine, c'est une grande région, c'est presque un petit pays. Quelles sont les zones, les territoires que vous avez identifiés? Pour quel type d'offres vous allez décider? Est-ce que c'est de l'agrivoltaïsme, autre chose? Quel type d'agrivoltaïsme? De la culture, de l'agriculture, de l'élevage? Voilà, comment vous vous voyez en fait en Nouvelle-Aquitaine? Alors là, c'est vrai qu'on n'a pas du tout abordé ce point sur Terrelac a une particularité, c'est que, d'ailleurs c'est un peu notre punchline, c'est l'opérateur de tous les solaires. C'est-à-dire qu'on fait, et on a commencé en faisant beaucoup de toitures, et c'est encore une très très grosse partie de notre activité, ce qui occupe la majeure partie de notre équipe d'ailleurs, c'est de la toiture agricole, industrielle. On fait aussi beaucoup d'ombrières. Et ça, c'est un marché qui est extrêmement solide, avec une demande qui est pérenne, des besoins qui sont réels de la part, par exemple, beaucoup d'agriculteurs. Le monde agricole est le premier marché du solaire. Aujourd'hui, ce n'est pas un marché qu'il faut évangéliser. C'est-à-dire que les agriculteurs viennent à nous en ayant des demandes qui sont extrêmement bien formulées, avec des gens qui sont très compétents et qui connaissent très très bien le marché, très bien les solutions techniques. Donc ça sera évidemment la première des activités de Terrelac. On fait aussi, on croit beaucoup dans le développement d'ombrières de parking qui sont aussi vraiment des terrains vraiment naturels pour développer le solaire. Donc là aussi, il y a des freins qui existent, des freins qu'on arrive à se créer, qu'on nous pose devant, qui sont de vraies contraintes, mais on pense que sur le moyen long terme, il y a vraiment énormément de potentiel sur des ombrières de parking. Et puis la troisième activité, qui est la plus récente finalement chez Terrelac, c'est le développement de projets solaires au sol. Alors évidemment, aujourd'hui, l'agrivoltaïsme prend un peu toute la place sur le développement de centrales au sol. Donc on en fait. On a d'ailleurs été les premiers développeurs à obtenir le label agrivoltaïque, puisqu'on a beaucoup participé à son élaboration à l'époque. Donc on a beaucoup de projets en agrivoltaïsme. On est aussi, on est assez convaincu qu'il faut le faire de façon très raisonnée, c'est-à-dire être assez sélectif sur les projets. Parce qu'aujourd'hui, un projet photovoltaïque, c'est entre 4 et 6 ans de développement. Entre le moment où vous commencez à travailler et le moment où vous commencez à construire, c'est un temps qui est long et qui a tendance à s'allonger. Donc, il y a un enjeu pour l'entreprise et puis il y a aussi un très gros enjeu pour le territoire. Et donc, on pense que là, il faut qu'on ait une grande sélectivité dans les projets, c'est-à-dire choisir des projets qui ont du sens pour le territoire, pour les acteurs du territoire et pour l'entreprise.
Voilà, donc ça c'est notre positionnement de marché. Donc on va pas participer à la folie qu'on a vue ces dernières années de chercher du foncier pour du foncier. On n'a pas les moyens de ça et on n'a pas envie de ça. C'est pas notre façon de travailler, ça l'a jamais été, ça le sera jamais. Merci Sébastien. On va prendre la dernière question, madame. Bonjour, Aurélie Penel, je suis en charge de la RSE, de l'innovation et de la décarbonation chez Domo France, donc bailleur social sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc nous, on est plutôt impliqués, on a signé l'Alliance solaire, on a étudié le potentiel photovoltaïque sur tout notre parc, hein, donc on parle encore de toiture, hein, et aussi d'ombrières de parking, on a fait ça avec une start-up Bordeaux Techno West Optimize. Voilà, on a travaillé sur identifier pour lever les freins par rapport aux assurances, par rapport à tout ce qui est technique. Donc ça, on a fait ce travail. Maintenant, on est quand même sur un constat à demi-teinte parce que concrètement, à part un projet Solévent avec l'association Solévent, une centrale photovoltaïque citoyenne sur Blanquefort et des installations sur notre siège, nous, on a du foncier, on le met à disposition, mais concrètement, économiquement, quelle est la solution pour un bailleur social qui, comme nous, on est volontaire, mais derrière la solution économique. Donc, je voulais savoir si, peut-être sur d'autres métropoles, vous avez trouvé une solution, peut-être que vous avez travaillé avec d'autres acteurs du groupe Action Logement ou d'autres bailleurs publics. Oui. Ce que vous évoquez, on est confronté tous les jours. On a fait des opérations sur du logement social. On peut continuer à en faire, mais ce que vous évoquez, c'est vraiment, il y a finalement une rentabilité de ces opérations qui est assez difficile à trouver parce que ce sont de petites opérations. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'on a beaucoup d'acteurs qui ne veulent pas faire des opérations trop petites. Donc, l'une des solutions, c'est de massifier, c'est de proposer un volume qui soit suffisamment intéressant pour des acteurs pour se positionner, parce que sinon, effectivement, il y a un espace économique qui est assez ténu, parce que ce sont des opérations de quelques kilos, quelques dizaines de kilowatts, et qui sont effectivement assez complexes à développer d'un point de vue économique. Et c'est des choses qu'on regarde et qu'on fait aussi, on fait à Lyon, et on en a fait pas mal, et on continue à en faire. Je vous remercie. Je remercie tous nos invités. Vous allez pouvoir continuer à discuter au 9e étage. Voilà, je vous remercie à tous pour votre participation. J'espère que la soirée a été intéressante. Et je vous dis à tout à l'heure au 9e étage. Je ne sais pas comment on passe, mais on va nous inviter. Voilà.